Retour de l'information sur Média TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez tout de suite le journal de la rédaction dont voici les titres. Journée sous haute tension en Espagne, le Sénat s'apprête à voter ce vendredi en faveur du déclenchement de l'article 155 de la Constitution. Il doit permettre au gouvernement de Mariano Rajoy de mettre la Catalogne sous tutelle. Tension également au Kenya, vous le verrez, au lendemain d'une présidentielle boycottée par l'opposition et endeuillée par la mort de plusieurs de ses partisans, le pays est encore plus divisé que ces dernières semaines. Enfin, nous irons en Éthiopie, à Addis Abeba, pour la 3e édition du Forum d'affaires maroco-éthiopien. Un espace pour les hommes d'affaires marocains afin de rencontrer leurs homologues d'autres pays du continent et booster leur coopération économique. Mais avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI a reçu le nouveau secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka, hier au Palais Royal à Rabat. À cette occasion, le souverain a souligné l'abnégation et le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement des différentes missions qui lui ont été confiées. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience royale, Nizar Baraka a affirmé que l'audience que le roi Mohamed VI lui a accordée constitue, je cite, une véritable impulsion pour le rôle de son parti dans la réhabilitation de la vie politique du royaume. Il a ajouté que cela va permettre à l'Istiklal d'apporter des réponses aux grandes problématiques posées et ainsi contribuer à mettre en place une société équilibrée et solidaire. On part en Éthiopie, à Addis Abeba, pour la 3e édition du Forum d'affaires maroco-éthiopien. Je vous le disais en titre, c'est un espace pour les hommes d'affaires marocains afin de rencontrer leurs homologues d'autres pays africains. Le Maroc et l'Éthiopie veulent ainsi booster leur coopération économique, notamment dans les secteurs du transport, de l'électricité ou encore de l'énergie renouvelable. C'est un reportage de Ahmad Riyad, le récit est de Férouz Bentaleb. Ce forum d'affaires maroco-éthiopien, qui se déroule en marge de la 10e foire commerciale d'Éthiopie, représente un espace pour les hommes d'affaires marocains de rencontrer leurs homologues éthiopiens en vue d'explorer de nouveaux créneaux d'investissement et de partenariat au service de l'Afrique. La réunion d'aujourd'hui contribuera à l'exploration de nouvelles pistes de coopération entre les communautés d'affaires des deux pays. J'appelle les représentants des sociétés présentes à bâtir un partenariat commercial fort et durable. I hope this forum will create extra opportunities. Je souhaite que ce forum soit une occasion de créer davantage d'opportunités pour consolider les relations économiques existantes entre les deux pays, en s'attendant à ce que les compagnies marocaines s'engagent davantage à investir dans nos secteurs prioritaires pour notre intérêt mutuel. Nous suivrons de près les intérêts des compagnies marocaines qui s'intéressent sérieusement à investir en Éthiopie. Le Maroc et l'Éthiopie sont résolument décidés à aller davantage de l'avant et à booster leur coopération économique bilatérale, en misant sur un certain nombre de secteurs d'activité, notamment le transport, l'électricité, l'énergie renouvelable, l'agroalimentaire, le parachimique ou encore le textile. Au lendemain d'une présidentielle boycottée par l'opposition et endeuillée par la mort de plusieurs de ses partisans, le Kenya paraît aujourd'hui encore plus divisé que ces dernières semaines. Malgré les appels à la retenue des deux camps, hier, des affrontements violents ont eu lieu dans de nombreux bastions de l'opposition. Selon des sources policières, au moins 4 personnes ont été tuées par balle et une vingtaine d'autres blessées dans les bidonvilles de Nairobi et l'ouest du pays. Dans les violences donc en marge du scrutin présidentiel. Le résultat de cette présidentielle ne fait lui pas de doute. Le sortant Uhuru Kenyatta est assuré de l'emporter. Son rival historique, l'opposant Raila Odinga, ayant décidé de ne pas participer à ce qu'il a qualifié de mascarade électorale. Le gouvernement espagnol devrait obtenir aujourd'hui le feu vert du Sénat pour prendre le contrôle de la Catalogne. Face aux menaces de sécession proférées par les séparatistes catalans, les mesures envisagées par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy sont désormais drastiques. Destitution de l'exécutif séparatiste de la région, mise sous tutelle de sa police ou encore de son parlement et ses médias. Pour défendre ces mesures, Mariano Rajoy participera à la séance de débat au Sénat qui va donc débuter ce matin à 10h heure locale.
De son côté, hier, le président séparatiste catalan, Carles Puigdemont, a renoncé à convoquer des élections anticipées dans sa région, douchant ainsi les espoirs de ceux qui espéraient que cela ouvrirait un espace pour le dialogue et l'apaisement. À ce sujet, écoutons Jean-Jacques Kouriansky, chercheur à IRIS. Il est spécialiste du monde hispanique. On sait depuis le 8 octobre, depuis que la majorité anti-indépendantiste a manifesté massivement dans les rues, depuis le départ des entreprises catalanes, qu'il est difficile pour M. Puigdemont de parler de façon univoque au nom des Catalans. Donc le président de la Généralité est resté avec une expression minimale et avec une capacité de décision réduite à zéro, qui a été quelque part mise en question par toutes les contradictions d'une société qui était jusqu'ici, jusqu'aux manifestations anti-indépendantistes du 8 octobre et au départ de plusieurs centaines d'entreprises, niées et rejetées par les indépendantistes catalans. Donc M. Puigdemont, tout d'un coup, a été mis au pied du mur par les réalités de sa société. Un rapport de l'ONU désigne le régime syrien du président Bachar el-Assad comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur la localité de Khan Sheikhoun en Syrie. Dans ce rapport de jeudi, les experts des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques écrivent que le scénario privilégié voudrait que le gaz sarin ait été propagé par une bombe aérienne lancée depuis un avion. La Russie, alliée du régime syrien, affirme que le gaz sarin retrouvé à Khan Sheikhoun est venu de l'explosion d'un obus au sol et non d'une attaque aérienne syrienne. Je vous rappelle que l'attaque sur cette ville de la province d'Idlib, province contrôlée par les rebelles et les terroristes, a fait 83 morts selon les Nations Unies. Le ministre américain des Affaires étrangères, Rex Tillerson, a appelé le chef de l'armée birmane à aider à mettre fin aux violences dont sont victimes les membres de la minorité musulmane persécutée des Rohingyas. C'est ce qu'a affirmé hier la porte-parole du département d'État, selon un communiqué de Heather Nauert lors d'une conversation téléphonique avec le général Min Aung Hlaing. Le chef de la diplomatie américaine a exprimé son inquiétude concernant la crise humanitaire en cours et les atrocités rapportées dans l'État à Rakhine. Rex Tillerson a réclamé que l'armée birmane coopère avec les Nations Unies. Il souhaite que soit assurée une enquête minutieuse et indépendante concernant tous les abus et violations des droits de l'homme. Direction Bruxelles à présent, Bruxelles où en matière de réforme du chant religieux, l'expérience marocaine a été présentée mercredi soir lors d'une conférence organisée à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Belgique. C'est un reportage de Samir Ben El-Kaïd et Yassine Sassi. Quels sont les grands axes de la réforme du chant religieux? Quel bilan peut-on en tirer? Quels enseignements pour la gestion du fait religieux dans un environnement européen? Ces trois questions ont été abordées hier soir à Bruxelles lors d'une conférence débat organisée par l'ambassade du Maroc dans la capitale belge. Au nom de l'ambassade du Maroc en Belgique, l'expérience marocaine dans la réforme du chant religieux est un sujet majeur dans plusieurs milieux, qu'ils soient politiques, médiatiques ou culturels belges. L'intérêt de cette rencontre est de montrer ces résultats qui font que le Maroc est une référence pratiquant un islam ouvert, pacifique et modéré. Le monde a connu ces dernières décennies une croissance des menaces terroristes et le caractère transnational de cette violence pose de nouveaux défis aux États. Outre l'aspect sécuritaire, d'autres dimensions sont explorées, comme la religion. Le Royaume du Maroc a pris très tôt et de manière proactive la mesure du danger de l'extrémisme et de la radicalisation. Pour Mohamed Tozi, politologue et sociologue, les musulmans sont pragmatiques et négocient dans leur approche pratique de leur religiosité. Une des particularités des musulmans, pas uniquement des musulmans, de toute pratique, c'est de négocier sa pratique par rapport à deux impératifs. La réussite ici et le salut éternel. Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Ulama du Maroc, précise que l'accélération de l'histoire a provoqué un bousculement des équilibres dans les sociétés musulmanes à la fin du XIXe siècle. Ce qui a freiné la modernité, dans les pays musulmans, une modernité avec des effets contrastés. La modernité en soi n'est pas n'est pas un mal, mais c'est peut-être les approches qui ne sont pas pondérées
et qui ne sont pas fonctionnalisés à cette modernité qui peuvent parfois nuire. Les jeunes en voie de radicalisation sont pris au piège par un discours séduisant. On a affaire à la diffusion d'un discours à l'échelle planétaire qui est une forme de discours déraciné. Et c'est des discours qui sont percutants parce qu'ils sont binaires, simples, simplistes. Nécessité de collaborer paraît évidente entre la Belgique et le Maroc. L'exécutif des musulmans de Belgique travaille en ce moment avec l'État belge pour mettre sur pied une série de projets en rapport avec la pratique de l'islam. La Belgique a mis en place toute une série d'initiatives, donc à travers l'institution représentative des cultes musulmans, donc l'exécutif des musulmans de Belgique, notamment en ce qui concerne la formation des cadres religieux, donc, et plus particulièrement les imams. Nous avons tout intérêt justement à tirer les leçons de cette expérience marocaine qui est assez spécifique et assez unique. Cette réforme suscite de plus en plus d'intérêt auprès des observateurs, dépassant largement les frontières du royaume chérifien. Et pour terminer ce journal, je vous propose une idée de sortie culturelle pour ce week-end. Le musée du judaïsme marocain, il a ouvert ses portes il y a 20 ans à Casablanca et c'est le seul musée juif dans la région arabe. Des vêtements y sont exposés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le musée propose également une exposition de photos sur les synagogues restaurées au Maroc depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Un musée donc qui rassemble bien sûr des objets de cérémonie, mais aussi des rouleaux de la Torah et leurs ornements, des estrades de synagogue également. Vous pouvez y admirer des bijoux, vous allez le voir sur ces images, les voilà. Un témoignage donc de l'histoire de la vie de la communauté juive marocaine vieille de plusieurs millénaires. Écoutez. Je suis né ici à Casablanca. J'habite ici toujours à Casablanca. Ma famille toujours elle habite ici à Casablanca. Maintenant, ça fait 20 ans presque que j'habite ici au Maroc. Ma passion est de faire les recherches sur les chiites juifs au Maroc, restauration des synagogues et même travailler sur le musée. Et la relation que j'ai avec nos frères marocains, une bonne relation, que moi j'ai beaucoup des amis qui sont marocains, qui viennent chez moi à la maison, on vit ensemble, on discute ensemble sur toutes les choses religions, les deux religions, pour le Shabbat, pour les fêtes, et on se comprend très très bien. Je suis très fier d'être ici au Maroc avec toute cette la tolérance qu'il y a entre les juifs et les musulmans frères qu'ici au Maroc. Aucun problème et je suis très content ici. Allez, d'autres images pour terminer ce journal. Ces images de la 8e édition du Salon international des dates. Il s'est ouvert hier à Airfood. Plus de 250 exposants venus de 15 pays différents y participent. Ouvert jusqu'à dimanche, ce salon a notamment pour objectif de valoriser les produits dattiers et de partager les expériences. Au programme de cet événement, un forum sur l'investissement, des rencontres scientifiques, mais également un carnaval, des soirées musicales et bien sûr des ateliers de dégustation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médian TV.